moins de 2 ans, l'armée malienne, dans sa composante aérienne, puisse afficher tant d'aéronefs de combat, des drones. Et tout ça acquis sur fonds propres. Parce que depuis 2 ans, on n'a pas un franc provenant de l'étranger. C'est une prouesse à saluer. De surcroît, sous Moussa Traoré, on avait à peu près une vingtaine de MiG-21. Aujourd'hui, nous ne sommes pas loin de ce chiffre, si on ne l'a pas déjà dépassé. Nous avons rattrapé le niveau que l'armée avait sous Moussa à un moment où nous pouvions nous mesurer à l'armée de Kadhafi, à l'armée algérienne et à l'armée angolaise, qui étaient les meilleurs en Afrique à l'époque. Cela dit, les aéronefs, les drones et les forces qu'on recrute ne suffisent pas pour vaincre le terrorisme avant une décennie, voire 2 décennies. Vous avez vu les Américains en Afghanistan, ils ont mis 20 ans et ils n'ont pas pu vaincre les talibans. Alors ça veut dire que nous devons encore nous armer. C'est pourquoi le mot surarmement dont vous parlez n'est pas du tout adapté. Nous ne sommes pas encore surarmés. Nous sommes même encore insuffisamment armés. D'accord. Cela n'empêche pas quelques attaques au niveau de certaines localités, parce que justement on ne peut pas donner, on ne peut pas réaliser le plan un Malien, un avion de chasse. C'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens de sécuriser tous les villages en même temps. Et donc, les attaques contre certains villages de manière isolée sont inévitables. Il faut s'y attendre. Même une armée 100 fois plus forte que la nôtre ne peut pas empêcher certaines attaques. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'armée malienne qui est traquée, ce sont les terroristes qui sont traqués et qui se cherchent. Maintenant, je voudrais souligner quelque chose. La solution de la lutte contre le terrorisme, c'est un combat permanent. Un combat mené par des autochtones. Un combat mené avec la population. L'étranger ne peut pas venir à bout des terroristes. C'est pourquoi je suis partisan, vraiment, de solutions endogènes, de solutions africaines. Par exemple, la RDC a compris cela. Elle est en train de faire appel à des troupes africaines, pas occidentales. L'ONU ayant échoué là-bas, et bien qu'elle soit là-bas depuis 30 ans. Et l'axe Mali-Burkina peut très bien s'élargir au Niger, au-delà des contingences politiques, rejoint par le Tchad, afin que la lutte puisse être menée par les fils du pays et que les Occidentaux, s'ils veulent nous aider, se contentent de nous donner des équipements. Voilà comment je vois la chose. Et j'aimerais lancer une alerte vers les pays côtiers, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Au lieu de... je salue beaucoup le geste, par exemple, de Ouattara, qui a donné des équipements militaires au Burkina. Ils devraient tous nous aider parce que nous constituons une digue. Si la digue malienne saute, tous ces pays-là seront envahis et avec eux l'Union européenne, parce que le Sahel est aux portes de l'Europe. D'accord. Makalou, concomitamment à ce armement, Maître ne veut pas qu'on ait de l'exécutif. Mais ça, c'est un principe démocratique, mais ça reste simplement un principe. Parce que dans la pratique, les pays qui ont réussi réellement à séparer la justice de l'exécutif se comptent sur le bout des doigts. On peut peut-être parler du Danemark, de l'Angleterre ou autre là, en tout cas pas en Afrique. Je n'en vois pas. Si la justice était indépendante réellement en Afrique du Sud, Béchir, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, est venu se balader sans que la justice puisse l'arrêter.
et le président de la République d'Afrique du Sud n'a pas été renversé ni poursuivi pour autant. Alors que l'Afrique du Sud est bel et bien membre de la CPI. Au Burkina, Blaise est venu à une réunion alors qu'il est sous le coup d'une condamnation à mort. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est retourné, Blé Goudé est retourné alors qu'ils sont tous condamnés par la justice ivoirienne sans qu'ils soient arrêtés. C'est pour vous dire que le principe de séparation de la justice et de l'exécutif reste un principe grandement illusoire. Alors, le procès qu'on intente à mettre à Macky Sall, c'est-à-dire quand on le soupçonne de vouloir d'instrumentaliser la justice contre l'opposition, se fonde d'abord sur le constat qu'en Afrique la justice n'est pas généralement indépendante, mais en plus sur le fait que Macky Sall a déjà éliminé plusieurs opposants par voie de justice. Je vais parler de Karim Wade, je vais parler de Khalifa Sall, et donc aujourd'hui de Ousmane Sonko. Donc Ousmane Sonko ait réellement commis une faute ou pas, on constate que c'est un opposant que la justice veut éliminer et à qui profite le crime? Au président Macky Sall. Voilà tout le problème. Oui, Makalou. Oui, moi, ce que j'ai compris de cette histoire, je n'ai aucune expertise en droit, mais l'audience du 16 mars, quand même, c'était une affaire qui opposait deux hommes politiques, non les moindres. Le ministre du Tourisme qui accusait Ousmane Sonko, chef du PASTEF, et puis maire de Ziguinchor, qu'il accusait de diffamation pour l'avoir accusé d'avoir détourné des fonds. Donc je pense que c'est ce qui opposait les deux hommes là le 16 mars. Mais ce qui me désole un peu, c'est l'image de la vitrine écornée du Sénégal. Parce que si vous aviez vu les images de Dakar quelques jours auparavant et puis le jour de l'audience, ça ressemblait à... C'était surréaliste, une ambiance surréaliste avec des troupes partout, du monde partout, qui ne reflète pas cette vitrine de la démocratie en Afrique. Mais maintenant, par rapport même à l'audience, le fait que le président de la Cour soit quand même protégé par des troupes d'élite, des gendarmes encagoulés, neufs, c'est quand même dans une salle d'audience, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire parce que, quoi qu'on le dise, la démocratie, il n'y a pas de démocratie sans état de droit. Et Gandhi le disait que la démocratie, c'est que personne ne soit au-dessus de la loi et personne ne soit en dessous de la loi. Donc tout le monde est injusticiable. Et je pense que, évidemment, l'audience a été reportée plusieurs fois et c'est une troisième fois maintenant que ça vient d'être reporté pour le 30 mars. Mais maintenant, l'enjeu fondamental de ce qui s'est passé entre ces deux hommes politiques, en l'occurrence l'audience du 16 mars, concerne le fait que si M. Sonko, principal opposant au président Macky Sall, est condamné définitivement, il devient inéligible pour les élections présidentielles de l'année prochaine. Donc c'est cela tout l'enjeu. D'accord. Maître, je vais revenir un peu vers vous. Est-ce que de ce point de vue-là, la justice, on ne va pas dire d'être conciliante, d'être tolérante, parce que compte tenu de l'enjeu, puisque si jamais Sonko est déclaré coupable, il ne pourrait pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ailleurs, on a vu la justice être tolérante, compréhensible par rapport à des cas de ce genre. La justice en Côte d'Ivoire, dont vous parliez, avait permis une fois à Alassane Dramane Ouattara de se présenter à une élection présidentielle. Est-ce qu'on peut demander la même chose à la justice sénégalaise, quelle que soit l'issue de ce procès, et compte tenu de l'enjeu qui est la prochaine présidentielle, après de laisser Sonko se présenter tranquillement à ce scrutin-là? Un correctif. Ce n'est pas la justice ivoirienne qui a permis à Ouattara d'être candidat, mais un décret présidentiel basé sur les pouvoirs exceptionnels du président Laurent Gbagbo pour éviter que le pays n'aille à volo. Ok. Deuxièmement, je ne connais pas
suffisamment la législation sénégalaise pour dire que si Sonko est condamné pour diffamation, il devient inéligible. Moi, ce que je sais, c'est que l'inéligibilité est généralement liée à des crimes. Autrement dit, à des peines afflictives et infamantes, qui ne sont pas de simples délits comme la diffamation. Alors, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais par contre, si Ousmane Sonko était condamné pour le viol de la masseuse là, il deviendrait effectivement inéligible. Mais je ne saurais dire la même chose d'une affaire de diffamation. D'accord. Amadou Diallo, est-ce que les choses allaient avoir cette proportion-là si jamais il n'y avait pas cet enjeu-là auquel faisait allusion Makalou, la prochaine élection présidentielle? On prête même à Macky Sall des velléités de briguer un troisième mandat, quoique officiellement il ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Évidemment, c'est tout l'enjeu même depuis l'affaire de la masseuse. C'est tout l'enjeu de cette bataille juridique. Macky Sall n'a jamais donné l'impression qu'il ne serait pas candidat en 2024. Tout porte à croire qu'il serait tenté de faire comme Wade l'a fait. Donc du coup, ça prête à toutes sortes de confusion. Et maintenant, utiliser la justice comme moyen pour éliminer un autre opposant de taille, comme Khalifa Sall, il l'a fait pour l'élection passée, l'hypothèse est vraiment soutenable. Parce que pour le cas de Khalifa Sall, ça c'est quand même patent. Tout a été monté pour qu'il ne soit pas candidat, parce que les faits qu'on l'a reproché pour la justice, Khalifa Sall a démontré, ses avocats ont démontré qu'il y a eu des cas précédents, il y a eu beaucoup d'antécédents, donc il n'est pas le seul à être dans la même situation. Donc du coup, pourquoi s'acharner sur sa tête? C'est parce que tout simplement, évidemment, Macky Sall est en train d'utiliser l'arme la plus efficace pour empêcher des candidatures de taille à lui opposer. Même après Sonko, l'ancien Premier ministre, lui aussi, il est inquiété par la justice. Cheikh Hadjibou Soumaré, lui aussi, il est inquiété par la justice. Il est aujourd'hui en examen. Il n'est pas incarcéré, mais il est en examen. Il n'est pas candidat. Oui, non, il serait... Moi, les informations que j'ai lues, il serait candidat. Ah bon? Oui, il serait candidat. Parce qu'il a été... La fois dernière, il n'a pas été candidat parce qu'il n'a pas réuni les conditions. Son dossier a été rejeté. Mais cette fois-ci encore, il est probable candidat. Donc, du coup, ça en ajoute encore. Bon, moi, je pense que... Regarde, quand Wade était là, tout le monde a été ému. En tout cas, tous les démocrates africains ont été émus du comportement du président Wade par rapport à ses opposants. Eh bien, il ne faut pas que tout le temps au Sénégal, qu'on montre comme une vitrine, soit toujours la même chose. Donc, Macky Sall, franchement, moi je pense qu'il aura intérêt pour la démocratie sénégalaise, pour l'intérêt du peuple sénégalais, à reconsidérer, en tout cas, à mon avis, à reconsidérer sa posture. Parce que son ministre, je suis persuadé que, et l'accusation dont on porte, parce qu'on a requalifié les faits, ce n'est pas que simplement la diffamation. Ils ont ajouté d'autres faits, d'autres griefs aussi, notamment injure publique et autres. D'accord, on va revenir vers vous, le temps de faire réagir Massiri par rapport à cette autre question concernant la prochaine élection présidentielle au Sénégal. Il y a des enjeux de géopolitique aussi. On dit même que se joue l'avenir des relations entre le Sénégal et la France, parce que quand on regarde la sous-région, au Mali, au Burkina Faso, il y a des jeunes militaires qui sont venus, qui ont mis la France dehors. On dit que Sonko, en revanche, lui, il peut venir par la voie des urnes, cette fois-ci, mettre la France également dehors. Ça, c'est également des choses qu'on entend dans les débats par rapport à cette élection présidentielle. Bon, moi, je pense que, vous savez, il n'est pas interdit de se fixer des ambitions parfois même démesurées ou bien de faire des affirmations. Mais il le dit souvent, son Voilà, il peut le dire, il peut utiliser ça sur...
il peut utiliser ça comme une arme, parce que la politique aussi c'est cela, c'est un jeu de dupes, c'est parfois la tromperie, il faut parfois essayer de drainer l'opinion vers un sens alors que réellement on est en train de penser en autre sens. C'est un peu ça le jeu politique, mais je pense que dans tous les cas il ne faudrait pas tout mettre dans ce sac-là. D'accord. Macky Sall, on peut lui prêter n'importe quelle autre intention, mais ça reste encore des intentions. Okay. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas candidat à sa succession. Et si ça devrait arriver, moi je pense que ça serait sur la base d'une loi peut-être. Il a parlé tout de suite du cas de Wade. Wade s'est présenté parce que la Constitution lui autorisait de se présenter. Il ne considérait pas cela comme un troisième mandat, parce qu'il n'y a pas eu de rétroactivité. Ça aussi, il faut le dire. Mais les Sénégalais ont pu montrer aussi leur maturité en disant à Wade qu'on ne veut plus de toi. Et ça, c'est par la voie des urnes. Exactement. Et bon, maintenant, pourquoi aussi il faut attendre que Macky Sall lui-même dise clairement qu'il a l'intention de se présenter et voir est-ce que la loi lui autorise. Et entre-temps, je pense que mais la justice, Maître l'a si bien dit, peut-être que la justice est inférieure aux autres, mais laissons quand même la justice faire son travail. Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à faire des émissions où il n'y en a pas. D'accord, les Sénégalais ont toujours montré leur maturité. C'est la vitrine de la démocratie en Afrique, on ne cessera jamais de le dire, puisque la preuve, même une fois des manifestants se sont arrêtés aux portes du palais présidentiel. Ils pouvaient pousser comme ailleurs, mais ils ne l'ont pas fait. Modibo Magalou, la question que j'ai envie de vous poser, c'est au cas où Macky Sall est candidat pour un troisième mandat, c'est vrai que Macron a proclamé la fin de la France-Afrique. Est-ce que la France peut se sentir gênée par rapport à cette posture du président sortant Macky Sall, ou vous pensez qu'elle n'a rien à voir dans ça, compte tenu également de la position de Ousmane Sonko vis-à-vis de la France aussi? Non, je pense que c'est sûr que la France a une préférence par rapport à qui pourrait être le président du Sénégal. Mais par contre, je ne pense pas qu'elle ait les moyens de s'ingérer dans les élections présidentielles sénégalaises ou n'importe quelles élections, parce qu'elles sont transparentes. Ouais. Les résultats sont affichés immédiatement. Et d'ailleurs, c'est pour cela comme ça que Diouf a été battu et que Wade a été battu, parce que en centralisant les voix automatiquement, on sait qui a gagné. À la fin de la soirée déjà, les gens organisés savent déjà qui est en tête et qui a gagné. Donc ce n'est pas contestable de ce point de vue. Mais par contre, il y a deux pays en Afrique de l'Ouest qui sont quand même des pays très significatifs pour la France. C'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Vous savez, les entreprises françaises constituent au moins la moitié du PIB de ces deux pays. Et vraiment, c'est des enjeux importants pour la France, parce que d'abord, ce sont des pays côtiers, et puis il y a des bases militaires françaises, disons-le, carrément, parce que, vous savez, la France, maintenant, au Sahel, en dehors de Djamena, maintenant, elle a sa base à Niamey. Maintenant, s'il y a des remous au Sénégal, ou s'il y a un changement de régime, je ne pense pas que la nouvelle génération va accepter qu'il y ait encore des bases françaises en Afrique. D'accord. Quel que soit le pays. Parce que vous savez, il y a un changement de paradigme. L'Afrique, la jeunesse africaine ne connaît pas ce passé colonial et n'a pas ce complexe. Et vous savez, la géopolitique a tellement avancé aujourd'hui, cette jeunesse qui est contactée et qui est connectée plutôt, je veux dire. Et puis nous avons, vous savez, en Afrique, l'âge médian c'est 24 ans. Donc les jeunes, l'Afrique a changé, son visage a changé, les ambitions ont changé.